Wagner is back from Africa. De retour du Mali, dit-on, en tout cas en route pour la région de Koursk. Les mercenaires de Wagner annoncent leur retour en force. À en croire cet article de Medusa, ils sont déterminés à aller défier les troupes ukrainiennes qui ont envahi la région depuis 4 jours. Nous sommes prêts, disent-ils, et c'est ce qu'on lit dans cet article, à défendre la mère patrie jusqu'à la dernière goutte de sang. Et au premier appel, nous serons sur le front. Colonel Père de Jong, les mercenaires de Wagner, ils sont réputés pour leur tactique extrêmement agressive. On a tous en tête la bataille de Bakhmout en mai 2023. Elle a été extrêmement sanglante. Quelle différence peuvent faire ces mercenaires s'ils investissent le terrain et cette région sous contrôle ou en partie sous contrôle ukrainien ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est devenu Wagner depuis la mort de Prigojine en août 2023. C'est ça le sujet. Wagner a été divisé en 3 parties. Une première partie relativement importante, en gros 3000 hommes, sont partis avec Kadyrov, avec les troupes tchétchènes directement. Aujourd'hui, ils sont employés directement par Kadyrov. Une deuxième partie a accepté l'injonction de Sergueï Shoigu, qui était à l'époque le ministre de la Défense, et donc est rentré sous les fourches codines de l'armée. En 2 parties, une première partie a rejoint les rangs de l'armée, où là, les gens de Wagner ont gagner des galons, des grades, etc. Et puis une autre partie alimente une SMP, une société militaire privée qui s'appelle Redoute et qui est gérée par un personnage qui s'appelle Trochev, qui est un ancien de Wagner, dit Sedoy, et ce personnage aujourd'hui anime la SMP Redoute. Donc ça, c'est un autre tiers. Et le dernier tiers, en fait, a été sauvé par Anton Elazirov, qui est un ancien de Wagner également, qui a intégré le fils Prigojine, Pavel Prigojine, dans le système, donc il devient aujourd'hui le PDG de Wagner, et ils sont mis sous protection, en tout cas sous les fourches codines, d'un autre personnage dont on parle assez peu, qui est Viktor Zolotov, qui est le patron de la garde nationale, qui a été créé en 2016. Et donc les gens de Wagner ont été constitués sous les ordres de Zolotov dans une espèce de ce qu'on appelle des bataillons d'assaut. Et il faut savoir qu'Advitka a été pris en février 2024 grâce aux bataillons de Wagner qui sont parfaitement équipés maintenant. Donc aujourd'hui, vous avez une force opérationnelle Wagner qui est extrêmement puissante, entre guillemets, encore une fois, c'est quelques dixièmes de milliers d'hommes, sous les ordres de la garde nationale. Et puis, vous avez une autre partie de Wagner qui agit sous les fourches codines de l'État russe dans une structure qui s'appelle Africa Corps, et ils sont dominants dans 2 pays, la République centrafricaine et le Mali. Donc encore une fois, cette unité opérationnelle, ces bataillons d'assaut Wagner sont extrêmement entraînés, très bien préparés, et donc c'est une force d'assaut qui serait totalement significative pour les Russes. Pourquoi les Russes ont un problème ? Parce qu'ils sont répartis sur l'ensemble du front, et cette opération, audacieuse des Ukrainiens réussit. Pourquoi elle réussit ? Parce qu'ils ont percé le front, un front qui était assez mal gardé par une garde nationale qui n'était pas prête. Ils ont percé le front. Donc aujourd'hui, on ne peut mettre face aux Ukrainiens, qui est la 22e brigade mécanisée, c'est celle qui est rentrée aujourd'hui en direction de Koursk. Il faut mettre face à elle des unités entraînées opérationnelles. Donc encore une fois, Wagner aujourd'hui est un joker de l'armée russe. Aurélien Duchesne, pardonnez-moi, pourquoi est-ce que Wagner a choisi pour son retour en force la région de Koursk à ce moment-là ? Pourquoi ici et maintenant ? C'est d'une part, il y a l'aspect d'opportunité. On sait que le Wagner était né sur le front ukrainien à l'époque où ce n'était pas une guerre déclarée, en tout cas entre la Russie et l'Ukraine. Et deuxièmement, il y a un facteur de légitimité politique. Quand Prigojine avait commencé à se construire une carrière de potentiel homme politique, c'était justement sur la défense de la patrie, la défense de ses gars, comme il disait aussi, de dire qu'il comprenait mieux le terrain que ne le faisait l'état-major. Un intérêt aussi qui peut être celui de Wagner, c'est aussi quelque part la concurrence. J'évoquais les éléments des Kadyrovtsi, donc de Kadyrov, qui font partie de la garde nationale russe. Il peut y avoir pour Wagner la volonté de jouer le même rôle, et surtout que autant les effectifs de Wagner sont sans doute trop réduits maintenant pour avoir une utilité sur le terrain. On rappelle que l'essentiel au total des hommes qui ont servi dans les rangs de Wagner étaient des prisonniers, des gens qui ont été pris parfois au coin de la rue. Ce qui reste du noyau dur de Wagner, celui qui n'est pas encore passé dans les rangs, par exemple, de Kadyrov d'ailleurs, ce sont des gens qui ont un intérêt, ils ont une culture du combat, des tactiques qui sont plus souples, plus adaptatives que dans l'armée russe dite régulière, une armée russe qui reste extrêmement hiérarchisée, avec un commandement rigide, qui parfois apprend du terrain, mais qui n'est pas, par exemple, à donner de l'initiative à ses hommes. L'intérêt de Wagner, mais j'en doute, au vu de leurs effectifs, ça pourrait être ça, sur le territoire russe. Colonel Père de Jong, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous souhaitiez réagir ?
Oui, oui, parce qu'il faut savoir que, en fait, on assiste à une forme de réhabilitation de Wagner en Russie. Pourquoi? Parce que rappelons-nous, en juin 2023, l'année dernière, entre Bakhmout et la mort de Prigojine, il y a eu cette espèce de simili coup d'État qui était mis en place par Wagner. Et donc Wagner avait demandé à l'époque, la possibilité d'agir à Belgorod, parce que après la bataille de Bakhmout en mai 2023, il y a eu des événements à Belgorod où vous avez ces combattants de la liberté pro-russes, russes, que sais-je, etc. Bon, c'est difficile à savoir, qui agissait à Belgorod. Et Prigojine avait demandé à Poutine la possibilité de réduire ces résistances qui étaient installées à Belgorod. Et à l'époque, Poutine avait refusé. Et il avait désigné Kadyrov et puis ses Tchétchènes pour résoudre le problème, ce qu'ils n'ont pas tout à fait bien fait au passage. Et donc, à cette époque-là, c'est une des raisons, il faut savoir, qui avait énervé, aussi bien le minimum qu'on puisse dire, Prigojine. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il avait décidé de punir, entre guillemets, Gerasimov et le ministre de la Défense. Donc c'est très intéressant de voir que ce retour de Wagner est un retour en grâce, et on verra dans les jours et les semaines qui viennent si Poutine accepte ce retour de Wagner, qui fait que Wagner, sous coordonné par la garde nationale, aurait une mission, je dirais, valorisante, et non pas seulement une mission de destruction face à l'armée ukrainienne comme à Avdiivka, etc., mais une mission valorisante de contrôle de zone, dans une zone qui est extrêmement importante. Ouais, vous avez raison de le souligner, hein, colonel Père de Jong. C'est vrai que le chef d'état-major russe, hein, Valéry Gerasimov, était l'une des têtes de turc de Prigojine. Général François Chauvency, je me tourne vers vous, mais d'un strict point de vue opérationnel et militaire, est-ce que, encore une fois, l'arrivée annoncée peut-être de Wagner sur ce terrain-là, dans la région de Koursk, elle peut changer ou marquer un tournant dans cette nouvelle phase du conflit? Moi, je suis très d'abord surpris qu'on mette tellement Wagner en avant. Car pour moi, comme ça vient d'être expliqué, c'est une composante qui a complètement été intégrée dans les forces armées russes. Donc Wagner ou pas Wagner, ça n'a aucune importance. Le but, c'est de mettre sur le terrain des unités de combat. La question est de savoir, est-ce que Wagner a des unités de combat indépendantes? C'est pas ce que je comprends. Donc c'est des unités qui vont obéir aux ordres de l'état-major général ou de la garde nationale et qui vont aller combattre. Et le vrai problème, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est pas de dire, nous, Wagner, on va venir même d'Afrique, parce que tant qu'ils arrivent, je pense qu'il y a peut-être des Ukrainiens à Koursk, c'est quelles sont les unités disponibles pour aller se battre dans la région de Koursk. Et que ce soit Wagner ou pas, ça n'a aucune importance. Le but, c'est est-ce qu'il y a des unités. Donc Wagner, pour moi, je trouve ça un peu curieux qu'aujourd'hui, ça sort dans la presse en disant oui, Wagner, je viens sauver le monde. J'ai plutôt l'impression que c'est une question peut-être de propagande ou quelqu'un qui profite de dire quelque chose comme cela. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous sommes au niveau de la guerre sur le terrain avec des unités constituées et qui ont été complètement intégrées, à ma connaissance, à part les SMP, complètement intégrées dans les forces armées russes, justement parce que Poutine ne voulait plus des forces autonomes, sinon presque indépendantes. Donc voilà, donc le cas Wagner, pour moi, est un faux problème aujourd'hui. Et je rejoins ce qu'a dit Aurélien sur les notions d'effectifs. Je ne crois pas qu'il y ait plusieurs dizaines de milliers de Wagner. Il y en a sans doute quelques milliers répartis ça et là. Et rappelons-nous bien qu'effectivement, qu'en juin dernier, juin 2023, on n'avait pas laissé le choix aux gens de Wagner. C'est soit vous intégrez l'armée régulière, soit vous êtes virés. Voilà, c'est clair, c'est net. Donc les autres, ceux qui parlent aujourd'hui, alors je ne sais pas qui parle de chez Wagner, parce que je ne sais pas si vous avez donné le nom, le responsable au nom de Wagner qui parle, mais à part la SMP d'un côté qui est en Afrique, et d'autre part peut-être des gens de Wagner indépendants qui ne sont pas embrigadés, je ne vois pas ce que Wagner peut apporter à ce conflit actuellement. Non, mais en effet, il y a peut-être quelque chose, évidemment, de l'ordre de la propagande et de la communication. Reste que Wagner, c'est une marque, le nom parle à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs. Qu'est-ce que ça traduit, selon vous, Sylvie Bermann, des intentions du Kremlin de peut-être faire en sorte que le nom Wagner émerge à nouveau ? C'est pas uniquement le nom Wagner, c'est pour les Wagner. Pour les Wagner, effectivement, ça serait une réhabilitation. Donc je pense que ça les intéresse beaucoup. Maintenant, il reste effectivement à voir quelles sont les unités Wagner en mesure de se battre. On parlait tout à l'heure de celle qui est dirigée par Trochev ou Sedoy, c'est son pseudo. Quand Poutine voulait obtenir la démission de Prigojine, il avait proposé ce fameux Sedoy. Maintenant, si la Russie est un peu aux abois dans la région de Koursk et ne veut pas trop dégarnir non plus le Donbass du côté de Pokrovsk, c'est pas impossible effectivement qu'il
qu'ils fassent appel à quelques Wagner, mais il faut encore une fois voir ceux qui sont en mesure de le faire. Maintenant, est-ce qu'ils vont rapatrier ceux qui sont en Afrique ou pas? C'est une question. Qu'est-ce qu'il y a en creux, colonel Père de Jong, à lire finalement à nouveau du fait que ce nom Wagner, cette marque Wagner émerge avec ces hommes en nombre ou pas, bien équipés ou non, mais en tout cas extrêmement agressifs, on en a parlé. C'est quoi? C'est un signe de fragilité en réalité du Kremlin et du régime de Poutine? Alors là, il faut rentrer dans la politique interne russe. On voit bien que la partie qui est rentrée sous les fourches codines de la garde nationale, donc du général Viktor Zelotov, qui est un ancien policier, etc. Donc, si vous voulez, cette partie-là, si vous voulez, elle est autonome par rapport à l'armée. C'est ça qu'il faut comprendre. Poutine a créé un système dans lequel vous avez deux systèmes qui ne se concurrencent pas, mais qui sont en opposition. Pourquoi Poutine crée la garde nationale en 2016? Parce qu'il veut mettre un contrepoids en place par rapport à l'armée. Rappelez-vous que Poutine est un ancien du FSB, c'est un ancien des services de renseignement. Donc il a un jeu permanent, si vous voulez, de la balance des pouvoirs. Et donc, de façon extrêmement à droite, il a réussi, si vous voulez, à préserver, en tout cas à renforcer cette garde nationale qui a déjà énormément de pouvoir. Il faut savoir, en Russie, il y a en gros 300 000 hommes qui sont au sein de la garde nationale. Et donc, il a donné un outil de combat à cette garde nationale. Donc, encore une fois, il faut avoir la lecture de Wagner qui agit, si vous voulez, sur le territoire russe, donc à Koursk potentiellement. C'est une lecture extrêmement politique qui va renforcer Viktor Zelotov et qui affaiblit paradoxalement l'armée. Alors, Belousov, le nouveau ministre, si vous voulez, à mon avis, il n'est pas trop dans la boucle, mais ça affaiblit, si vous voulez, le Conseil de défense qui est aujourd'hui géré par l'ancien ministre de la Défense qui est Sergueï Shoigu. Donc, il faut bien comprendre ça. Le deuxième point, c'est qu'actuellement, Wagner a une autre mission qui est une mission qui est en Afrique. Il y a à peu près 7000 hommes qui sont répartis sur l'ensemble des États africains, principalement au Mali et en RCA. Aujourd'hui, il n'est pas question de désengager les effectifs des 2000 hommes au Mali ou en RCA pour les envoyer en Ukraine. C'est pas du tout le sujet. Encore une fois, aujourd'hui, les opérations qu'il y a, rappelez-vous la semaine dernière, les opérations à Tinsawaten, à la frontière algérienne, sont telles qu'il est hors de question de désengager les effectifs. Donc il faut bien voir que l'opération Wagner aujourd'hui à Koursk est une opération de communication, une opération politique et qui renforce Viktor Zelotov, qui est le patron de la garde nationale. Aurélien Duchesne. Oui, il est vrai que si on s'avance un peu, on regarde que d'une part, il y avait, si je cite une autre société militaire privée, une SMP Convoy, qui était dirigée par un proche de Poutine, qui est M. Aleksionov, le patron de la Crimée annexée. Elle était elle aussi un peu passée sous les radars. Pourquoi? Parce que le Kremlin ne voulait plus entendre parler pour des mois et des mois de ce genre de société privée. Certains avaient fait un parallèle, vous savez, avec le temps des boyards, des seigneurs féodaux, et il y avait l'idée qu'on allait mettre un peu tout ça sous le tapis. En revanche, quand on parle de la Rosgvardia, de la garde nationale, il est vrai que ce à quoi on peut s'attendre peut-être dans les prochains mois en réaction à ce qui va se passer à Koursk, c'est un phénomène qu'on observe depuis maintenant le début de la guerre, c'est que cette garde nationale, à laquelle on adjoint par exemple la Younarmia, littéralement l'armée de la jeunesse, qui est plutôt paramilitaire, qui est moins dans le militaire que dans l'encadrement, l'endoctrinement des jeunes. C'est très orwellien quand vous regardez les images, c'est vraiment, il y a un côté qui est quasi fascisant, on peut oser le mot. On peut s'attendre à ce qu'un dividende politique que peut retirer le Kremlin de tout ça, c'est de légitimer encore des organisations comme la Younarmia, de dire, regardez, la citadelle Russie est assiégée, il faudra défendre la patrie demain, il faut encore plus d'hommes sous les drapeaux. Et le Kremlin peut retourner ça peut-être à son avantage dans la durée en disant c'est bien la preuve qu'il faut encore plus de mobilisation de la société et plus de jeunes sous les drapeaux. Nathalie Schoen, je me tourne vers vous avec votre prisme ukrainien. Lorsqu'à nouveau le mot Wagner, le nom Wagner émerge, le retour de cette milice, ça vous inquiète, vous ? Oui et non. Oui et non, parce que finalement, les Ukrainiens s'étaient vraiment très très bien battus contre les Wagner. C'était extrêmement sanglant. On se souvient de Barmout qui est tombé au prix de dizaines de milliers de morts. On est bien d'accord. Mais ça avait une telle aura au début de la guerre, les Wagner, on avait cette vision de milices extrêmement sauvages, etc., etc. Mais n'empêche que les Ukrainiens ont tenu face aux Wagner. On pensait pas ça. On pensait que les Wagner avaient beaucoup plus de poids, comme les hommes de Kadyrov, etc., les Tchétchènes. Moi, dans mon esprit, les Tchétchènes, c'était « Oh mon Dieu, les Tchétchènes arrivent !» quoi. Et finalement, les Ukrainiens sont capables de les battre. Alors évidemment, ça a été sanglant. Et puis bon, c'est des gens sans foi ni loi, des prisonniers, des repris de justice, etc. Ouais. Donc
Donc oui, c'est inquiétant parce qu'on sait très bien que c'est pas des gens très recommandables, mais je pense qu'avec cette avancée, les Ukrainiens vont reprendre courage.